Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France dirigé par Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 16 octobre 2021 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, je suis donc très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal de la plus grande France qui, pardonnez-moi cette fierté, va être particulièrement passionnant en première partie puisque nous entendrons l'exposé de François Belliot que vous avez entendu sur la Syrie et qui là a publié un ouvrage que je vous recommande donc chaudement, qui est tout à fait passionnant. Une enquête sur le massacre de Charlie Hebdo. Et donc, pendant 1h30, nous allons le suivre à travers son travail de bénédictin, puisque c'est vraiment un travail de bénédictin, où il a pris soin de repasser en revue en fait, toutes les sources d'informations qui étaient disponibles sur ce sujet, pour en faire une synthèse et montrer que l'affaire de Charlie Hebdo avait été traitée avec des méthodes tout à fait surprenantes quand on prétend rechercher la vérité et la justice. Donc vous découvrirez ça pendant la première heure et demie. Et puis en deuxième partie, vous entendrez les chroniques, donc mes chroniqueurs habituels, Fabrice Hongre-Boyer-le-Dieu, qui est donc avocat et qui a choisi de vous parler, sauf erreur de ma part et sauf modification, parce que je ne l'ai pas eu à la dernière minute avant l'ouverture de l'émission, donc peut-être que nous découvrirons d'autres détails inattendus, mais peu de temps avant l'émission, le projet c'était de parler de la prolongation du pass sanitaire, donc des contraintes sanitaires. Et puis, dans le prolongement du travail et de l'exposé de François Belliot, j'espère qu'il pourra nous expliquer ce qu'est l'intime conviction, puisque c'est ce qui a permis de donner une issue tout à fait surprenante au procès des personnes censées être responsables des attentats de Charlie Hebdo et surtout, comme François Belliot nous l'expliquera, de l'hypercacher. Voilà. Et puis, vous entendrez en deuxième partie, l'intervention de François Lejeune, qui est donc le chef des chroniques du Grand Est. Il nous emmène en promenade dans ce Grand Est européen eurasiatique que nous connaissons si peu, entre la Russie et les marges de la Russie. Et là, le thème qui est choisi par François Lejeune est la découverte du Turkménistan. Et nous avons donc titré sa chronique « Turkménistan, dictature baroque ou loufoque ». Et donc vous entendrez, vous découvrirez avec moi ce pays tout à fait curieux qu'est le Turkménistan. Alors revenons à notre première partie et le passionnant exposé donc de François Belliot. François Belliot, merci, bienvenue dans le studio de Courtoisie. Merci de nous accorder 1h30. Bonjour à tous vos auditeurs et merci de votre accueil. Je vous en prie. Alors, le titre de votre ouvrage, pour que les auditeurs puissent se le procurer, donc Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible, paru aux éditions Le Retour aux Sources. Les auditeurs peuvent se le procurer. Alors, pour une fois, comme j'ai essayé de faire l'exercice, je ne suis pas certaine que ça soit très aisé pour vous tous de vous procurer directement l'ouvrage sur le site du Retour aux Sources.
Je vous invite à contacter nos amis de la Librairie française qui en plus recevront François Belliot pour une dédicace le samedi 30 octobre, donc c'est samedi dans 15 jours. Le 30 octobre entre 15h et 18h. Et je peux même d'ores et déjà préciser, il y a eu une petite question sur les approvisionnements. Alors, j'imagine que ce ne sera pas des centaines de milliers de personnes à se ruer à la librairie française. Mais voilà, pour qu'il y ait des approvisionnements, ça met un tout petit peu de temps. Voilà, donc le temps que ça arrive. Mais sinon, ça peut être commandé à la librairie française, oui. Voilà. Oui, voilà. Et donc, il y aura cette séance de signature. Séance de signature. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec les sites internet, le site internet de la librairie française, c'est www.librairiefrançaise.fr. www.librairiefrançaise.fr. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec internet, n'hésitez pas à les appeler au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12, à des horaires décents d'ouverture des librairies. Chers auditeurs, ça ne sert à rien d'appeler à 21h. Et à moins qu'il y ait une messagerie qui réceptionne vos commandes. Et puis, vous pouvez éventuellement leur écrire à contact@librairiefrançaise.fr, contact@librairiefrançaise.fr. Voilà, et l'adresse exacte de la librairie française, c'est la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement. Et si je ne me trompe pas, c'est le métro Duplex qui est à côté. Vous avez souvenir je vous dirai ça en fin d'émission. Rarement dans ce quartier. Donc, donc 5 rue Auguste Bartholdi. Donc, rendez-vous pour la signature de vos ouvrages le 30 octobre de 15h à 18h. Et maintenant, nous allons en rentrer. Alors, il y a le massacre de Charlie Hebdo. Vous avez déjà entendu François Belliot sur la guerre en Syrie, puisque vous avez fait un ouvrage qui pourrait paraître similaire sur les mensonges entourant la guerre en Syrie. Donc, il y a eu 2 volumes de chroniques qui ont été publiés aux éditions Sigest. Et vous m'avez apporté tout à l'heure un ouvrage que je n'ai pas encore lu, qui se place un petit peu dans le prolongement de votre enquête sur Charlie Hebdo, qui s'appelle « L'anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture de Rudi Reichstadt ». Anticonspirationnisme mis à nu à travers l'imposture Rudi Reichstadt, est donc toujours paru aux éditions du Retour aux Sources. Et ça, c'est un bébé tout récent, si j'ai bien compris. En fait, j'ai écrit les deux quasiment en même temps. Et donc, comme ça a bien fonctionné avec l'éditeur du Retour aux Sources et qu'il a apprécié l'ouvrage, je l'ai juste actualisé en couvrant toute la période de la Covid. Voilà, pour résumer, en fait, le titre paraît rébarbatif, mais pour dire c'est un livre sur l'anticomplotisme. Voilà. Alors, et qui le met à nu. Vous comprendrez, chers auditeurs, pourquoi j'ai choisi d'insister sur ce sujet. Je pense que le discours anticomplotiste qui est analysé par François Belliot déjà dans son livre sur Charlie Hebdo va être utilisé lorsqu'il va s'agir de prendre un petit peu de recul sur la manière dont la crise Covid a été gérée ces 2 dernières années. Et donc, les éléments de langage qui sont utilisés pour décrédibiliser en fait un travail comme celui qui a été effectué par François Belliot seront sans doute les mêmes éléments de langage qui seront utilisés pour décrédibiliser les travaux d'ailleurs, c'est à peu près d'ailleurs les mêmes éléments qui sont utilisés déjà pour décrédibiliser... et pour la guerre en Syrie aussi. Ouais. Le travail d'un Didier Raoult ou d'un professeur Perron. Et c'est sans doute les méthodes qui seront utilisées pour faire taire ceux qui souhaiteront que la vérité soit faite sur la façon dont a été gérée cette crise et peut-être les avantages qu'en ont tiré un certain nombre de personnages dites de notre chère République française. Alors, pour que les auditeurs aient un peu une idée du fil de notre propos, je souhaiterais qu'on prenne plus de temps, cher François Belliot, pour que vous exposiez un petit peu votre méthode de travail, qui est très sérieuse et qui permet aux auditeurs
et aux lecteurs, même quand ils vous suivent pas sur toutes vos analyses, d'avoir vraiment des informations solides, donc pour exercer leur liberté, pas forcément leur sens critique, mais leur liberté, et compléter s'ils sont absolument certains que les thèses officielles reflètent la vérité, et éventuellement une simple mise en perspective, et éventuellement compléter leur connaissance de l'affaire. Ensuite, je donne aux auditeurs pour leur mettre un petit peu l'eau à la bouche votre plan de travail. Donc, en première partie, vous prenez le temps d'étudier les anomalies de la version officielle de l'attentat de Charlie Hebdo. En partie 2, vous travaillez sur le discours anticomplotiste qui entoure en fait la communication sur le massacre de Charlie Hebdo. En partie 3, l'ombre d'Israël sur les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est un sujet important parce que lorsque le nom d'une puissance étrangère devient redondant dans une affaire, ça mérite quand même de prendre le temps de voir un petit peu quels sont les liens tissés par les personnes qui travaillent en France. Je pense que lorsqu'on a travaillé sur l'affaire Alstom et qu'on a trouvé beaucoup de noms de sociétés américaines et d'intervenants américains, ça méritait une enquête. Ça a d'ailleurs permis la production de nombreux ouvrages et d'un magnifique reportage sur l'affaire Alstom. Eh bien, avec des méthodes comparables, en fait, vous avez travaillé sur les liens de la commission d'enquête parlementaire avec des structures qui ne sont pas présentées au grand public. Et il se trouve que là, vous découvrez que ces structures, ce sont des structures liées à des services israéliens. Et en fait, alors moi, c'est la partie que j'ai trouvée passionnante par la qualité des portraits en fait que vous traitez. C'est l'enquête, le rapport que vous faites du procès, puisque vous avez été physiquement présent au procès, donc vous avez observé l'intégralité des débats. Non, quand même pas. Vous n'avez pas vu l'intégralité. 90 jours, 10 jours par semaine. Oui. 10 heures par jour. Donc vous n'avez pas tout vu. Et à un moment, j'ai dû travailler aussi. C'est vrai. Donc vous avez été présent. C'est pas présent. humainement possible. Oui. Mais j'ai fait pas mal de journées, oui. Donc là, c'est intéressant parce que quand vous dites que ça n'est pas humainement possible, ça veut dire que, à part de s'appuyer sur les travaux de confrères, difficile de pouvoir suivre l'intégralité des débats. Il faut être motivé. Il y a même, je vais vous en parler quand je vous parlais des méthodes de travail. Ça en fait partie, effectivement, assister au procès, voir physiquement je vous raconte. Vous nous raconterez ça en détail. Donc, voilà, vous avez à peu près le plan du livre et nous essaierons de respecter ce plan. Alors, est-ce que vous pouvez... Donc, je reviens sur ce qui m'a plu, moi, dans votre ouvrage, parce que j'espère que les auditeurs éprouveront le même plaisir que moi à lire votre travail. D'abord, on y apprend énormément de choses sur l'affaire Charlie Hebdo, les liens d'amitié entre certains responsables politiques au moment des faits, l'intervention de services étrangers. Vous avez une plume très agréable à lire, c'est-à-dire que vous présentez les faits et puis lorsque les faits deviennent presque révoltants pour le lecteur, vous avez un humour un petit peu sarcastique qui permet de prendre du recul. Et je dois témoigner au micro que j'ai été prise de fou rire à la lecture de certains passages, à tel point que mes enfants ont cru que pour une fois je lisais un livre drôle. Alors le livre est drôle, mais le sujet n'est pas drôle. Cependant, voilà, on vous suit avec plaisir jusqu'au bout de ce livre qui fait 340 pages, donc annexes comprises, et je ne l'ai pas dit aux auditeurs, c'est important, il coûte 28 €. Voilà. Mais c'est un excellent travail de recherche, d'enquête. Alors, comment est-ce que vous avez rassemblé vos sources ? D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler ce sujet ? Parce que des sujets bizarres, il doit y en avoir quelques-uns.
dans l'actualité. Pourquoi vous Alors, il y accrochez a à ce sujet? beaucoup de raisons. Et je vais peut-être rapporter simplement les plus essentielles qui me viennent à l'esprit. Déjà, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'anticomplotisme, depuis 2015. Donc, c'est un sujet que je connais vraiment très bien. J'ai lu, je pense que je peux dire, j'ai lu tous les auteurs anticomplotistes, de Gérald Bronner à Frédéric Taguieff, pardon, n'importe quoi, je les confonds, à Pierre-André Taguieff, Gérald Bronner, Caroline Fourest, Frédéric Aziza, Véronique Campion-Vincent, Frédéric Charpier, Sarah Mézaguer. Bon, donc ce sont des ouvrages. Il y a aussi tous les journalistes. J'ai des bases de données qui sont importantes, qui sont très classées. Euh, et, euh, Concernant le massacre de Charlie Hebdo, j'avais quand même observé que ces gens qui pour moi en fait fonctionnent comme une bande d'escrocs intellectuels en bande organisée. Je pense que c'est une bonne périphrase pour les définir. Avaient fanfaronné sur cette histoire, c'est-à-dire qu'ils s'étaient félicités que la version officielle ait bien résisté. Voilà, donc il y avait un petit côté défi. L'autre aspect, c'est que c'est quand même un événement qui est assez important de la décennie 2010, qui a été un peu fondateur. Je trouve que depuis 2015, les libertés se sont énormément érodées. Qui a justifié Charlie, beaucoup qui est symbole de la liberté d'expression, a servi de bannière pour limiter la liberté d'expression. Enfin, même si c'est pas directement comme ça que ça s'est fait, mais si on prend juste la borne temporelle, c'est à marquer de là. Vraiment, à partir de 2015, vous avez non seulement une montée en puissance du discours anticomplotiste, tous azimuts, qui va atteindre des sommets pendant la crise de la Covid, cette dernière année. Il y a un durcissement des lois sécuritaires. Oui, c'est ça, voilà. Et un durcissement aussi des lois sécuritaires. Sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Voilà, c'est-à-dire qu'on a enchaîné beaucoup de lois qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, les filières djihadistes, la radicalisation, etc. Si on fait le bilan, bon, alors certes, nous n'avons plus de Bataclan, enfin, on n'a plus de Charlie Hebdo, je parle des massacres. Croisons les doigts, voilà, mais même si l'avenir nous réserve sans doute des surprises. Voilà, ça c'est le cadre général. Après, pour des raisons personnelles, eh bien, c'est qu'après la guerre en Syrie, c'est un prolongement, c'est un peu un prolongement de ce travail. Le tir à l'arme chimique que j'avais étudié en détail dans mon ouvrage sur la guerre en Syrie, c'était déjà quelque chose d'assez compliqué. Et le temps passe, les années s'accumulent, l'expérience augmente, donc des sujets encore plus complexes deviennent possibles. Et je me suis dit que c'était ce que je n'aurais pas fait il y a 5 ans était finalement, je ne dis pas à ma portée, parce que c'est possible que je me suis pas complètement trompé quand même. Disons qu'il y a une marge d'erreur qui est importante pour un sujet d'actualité. En plus, vous voyez, le titre, c'est l'enquête impossible. Donc j'ai essayé de faire une enquête qui est impossible. Et l'enquête est impossible parce que il faut voir que la commission d'enquête parlementaire et le procès des attentats qui s'est tenu à l'automne de 2020, qui a jugé des personnes qui sont restées en détention provisoire pendant 5 ans. C'est pour un certains, sujet assez grave. C'est quand même un sujet de droit, par ailleurs, n'a apporté aucune réponse. Et je dis bien aucune réponse sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau des frères Kouachi, comment ils sont pu s'approvisionner en armes. Bon, je ne veux pas entrer immédiatement dans ce détail. Donc il y avait ce côté, bon voilà, un peu progression personnelle. Bon, de toute façon, il faut bien que le travail parte d'une personne humaine qui a une trajectoire. Voilà. Et donc je m'en suis. C'est intéressant que les auditeurs l'entendent. Alors un point qui est. Et aussi, de manière plus générale. Ça me semblait d'utilité publique. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je ne m'attaque pas à ce sujet pour la gloriole. C'est-à-dire que je pense que c'est un travail qui peut être important pour l'avenir. Voilà. Alors, vous constatez, on en a discuté hors antenne, mais le premier travail, d'ailleurs, vous allez pouvoir m'expliquer ça. Lorsque j'ai préparé cette émission, je me suis dit, on va voir ce qui est à la disposition du grand public. Charlie Hebdo, je suis à la fac, je veux faire un exposé sur le sujet. Et comme je suis une étudiante paresseuse, je cherche une vidéo longue.
Bon, alors il y a très peu de vidéos longues qui ressortent. Il y a des interviews coupées de 2-3 minutes, ce qui ne permet pas réellement d'entrer dans le sujet. À la différence d'ailleurs de l'affaire Alstom, sur laquelle on a une vidéo d'1 heure et demie, je crois, sur le sujet, des interviews assez longues, des entretiens assez longs. Là, pour l'instant, rien. Et puis, la première vidéo qui ressort, c'est une vidéo de la Fondation Jean Jaurès sur les dangers des fake news. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pas facile de trouver des informations. Les informations qui ressortent quand on cherche sur les moteurs de recherche sont des informations assez standards, on a l'impression quand même d'avoir une photocopie d'un certain nombre d'articles et d'éléments de langage. Et donc, une partie de l'information a disparu. En tout cas, n'est plus accessible en première intention. Alors, la richesse de votre travail, c'est qu'elle va permettre aux générations suivantes de faire peut-être le travail d'historien qui a été fait sur un Dreyfus ou de garder mémoire. Je pense que ce que j'ai fait, essentiellement, c'est un travail de clarification, de balayage. C'est-à-dire que je pense que la pièce est propre. Voilà. La pièce est propre, on voit où sont les meubles. Alors, il y a des endroits où je confesse mon impuissance, mon manque de visibilité. Je n'ai pas pu aller partout. Mais c'est un puzzle très complexe dont j'ai rassemblé autant que faire se peut tout ce qui était à disposition. Donc là, de toute façon, je pense que le lecteur, peut-être qu'on peut s'adresser à de jeunes étudiants, enfin quoi que je ne pense pas que ce soit un sujet de thèse qui puisse vous permettre de faire carrière. De faire carrière, oui. De faire carrière. Mais disons que là, il y a plein de, on va dire, de chapitres, de sous-chapitres qui sont en fait, c'est comme des pistes. Ce sont des pistes que je lance, qui sont des sujets de thèse, des sujets d'études à part entière. Alors pour parler des méthodes, je vais quand même, je commence dans l'introduction. C'est simplement, je commence par énumérer toutes les sources d'information. Donc il y a les grands médias. Déjà, donc les grands médias, grand par la taille, pas grand par la grandeur d'âme, etc. Bon, mais ils sont plus grands que d'autres. Voilà. Donc les grands médias. Alors les médias, c'est un peu comme d'autres événements. C'est des médias qui sont intéressants, notamment les premiers jours, quand l'information n'est pas complètement filtrée. On est dans le tumulte, dans la précipitation, et il y a quand même beaucoup d'informations qui sortent, qui après ne seront plus... disparaissent. Qui après disparaissent. Mais on peut les retrouver. Ce sont des articles qui sont isolés, des fois c'est simplement une déclaration, mais là il y a des choses qui sortent. Après, les grands médias deviennent une source d'information un peu moins importante. Mais disons que pour reconstituer le premier jour, c'est quand même important. Oui, simplement, je donne un exemple tout bête, mais par exemple, un fil de direct du Figaro ou du Point sur toute la journée du 7 janvier. Vous trouvez des trucs. Vous avez ensuite... parce que tous les ans, c'était l'anniversaire, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Là, je l'ai encore découvert un. Là, vous voyez, c'est un livre de Denis Charbonnier, qui est Lettre à mon fils, Stéphane Charbonnier. J'ai encore appris des choses. Donc ça, ce sont des ouvrages de synthèse qui sont rédigés soit par des survivants de la tuerie ou des proches des victimes. Alors les survivants de la tuerie, c'est Laurent Sourisseau, c'est alias Ris, c'est Philippe Lançon. Dans les proches de victimes, on a Maryse Wolinski, la veuve de Georges Wolinski. On a Gabrielle Maris, la veuve de... la fille de Bernard Maris, le spécialiste de l'économie à Charlie Hebdo. Vous avez ensuite des ouvrages de journalistes. Là, je peux penser par exemple à Anne et soudain il ne riait plus la plume principale, c'est Marie-France Etchegouin. Bon, je ne vais pas tous les citer, ce sera assez long, mais disons qu'il y a quand même matière. Ce sont des synthèses qui sont pas forcément, c'est inégal comme intérêt, mais voilà, ça existe. Ça a été publié, donc ça a déjà été filtré et ça, entre guillemets, ça a été accepté par l'Inquisition. Oui, si on prend par exemple si on prend le témoignage de Maryse Wolinski, même là je pourrais prendre le témoignage de Denis Charbonnier que j'ai découvert il y a quelques semaines. Elle dit pas bon, c'est pas la même chose que moi, faut pas exagérer. Mais c'est-à-dire qu'elle ne va pas aussi loin que moi. Mais quand elle parle de l'abaissement de la sécurité de Charlie Hebdo, c'est un vrai sujet. On verra après, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est développé avec des doutes. C'est-à-dire que si c'est moi qui disais ce discours, je serais immédiatement taxé de complotiste. Mais là, c'est la veuve de Georges Wolinski.
c'est la mère de Stéphane Charbonnier, alias Charb. Donc là, on peut pas. Vous voyez, ce sont des sources qui sont, là encore, comme les grands médias, qui sont officielles. Autre source, vous avez le rapport de la commission d'enquête. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire, ça, on en parlera, oui, on en parlera sur une troisième partie. Alors là, en fait, je ne vais pas dire que c'est drôle, mais presque, c'est comique, en tout cas. C'est que le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, survenus depuis le 7 janvier 2015, en fait, sur le massacre de Charlie Hebdo, il y a 3 pages. Voilà, 3 pages. 3 pages, c'est-à-dire rien. Rien. Bon, c'est à prendre en compte, au moins par les silences qui ont été observés par les silences qui ont été observés par les commissionnaires. Donc voilà, là c'est un non-travail de la commission d'enquête. Ensuite, on a des fois des témoignages de proches de victimes. Ça, ce ne sont pas forcément des gens qui écrivent des ouvrages. Alors, autre point de vue, là, ce qu'on appelle le point de vue complotiste. Là, je dis entre guillemets, c'est-à-dire c'est l'étiquette infamante qui nous a posé, y compris sur mon front. Pour moi, ça ne veut rien dire, mais bon, on appelle ça les points de vue hostiles à la version officielle. Ça aussi, il y en a un certain nombre. La probité m'oblige à citer Hicham Hamza, qui a fait, notamment pendant les 2-3 premiers mois de l'enquête, une série d'articles qui sont une mine d'informations, avec tous les risques qui sont inhérents à une enquête faite dans le vif du sujet, mais là aussi on a une énorme quantité de matière. Un gros travail. Ah oui, ça il faut vraiment souligner. Vous pouvez épeler son nom? Oui, Hicham Hamza, et son média c'est le média Pan Hamza. Voilà. D'accord, voilà. Pan Hamza. Voilà. Avec un Z. Oui, avec un Z. Voilà. Donc un gros travail d'information pour les auditeurs qui seraient curieux de remonter aux sources. Ah oui. Et même, je tiens à préciser qu'à chaque fois que j'ai repris des informations de Pan Hamza, j'ai moi-même reproduit toute la démonstration. C'est-à-dire, je suis allé chercher toutes les sources. Et c'est même des fois arrivé, je produisais une démonstration de mon côté et je la retrouvais chez Pan Hamza. Voilà. Ça m'arrivait des fois de partir de Pan Hamza et de développer un peu plus. Voilà, Pan Hamza est le média qui a le plus travaillé sur ce sujet. Voilà. Mais il faut voir que quand je parle de Pan Hamza, c'est une des personnes qui est vraiment les plus sulfureuses du monde d'Internet. C'est comme si je parlais de Dieudonné ou d'Alain Soral. Donc, je suis content de pouvoir m'appuyer à la fois sur Maryse Wolinski et sur Pan Hamza. Voilà. Vous voyez là un peu la complexité de l'approche. Voilà. Et enfin, voilà, j'ai parlé des auteurs anticomplotistes. Ça aussi, c'est une source d'information indirecte, dans la mesure où la manière dont ils parlent, ou plutôt ne parlent pas, du massacre de Charlie Hebdo, est quand même un indice d'une entreprise d'enfumage, de maquillage organisé de la vérité sur cet événement, mais en fait sur d'autres. On pourra en parler. Ce qui est intéressant, c'est les méthodes, oui, qui sont applicables. Donc ça, on voit quand même qu'il y a des méthodes très sales, systématiques, qui sont employées d'une affaire à l'autre. Et Charlie Hebdo a été marqué du sceau du discours AC, ce que j'appelle le discours AC. Parce que anticonspirationniste, voilà. À ne pas confondre avec le discours sur l'art contemporain porté par une patronne d'émission, je la supplie de me pardonner, qui a écrit des très beaux livres, une série d'ouvrages magnifiques sur l'art contemporain. Elle utilise l'acronyme AC, hein? Oui, donc... Zut, alors je croyais être seul. Non, vous n'êtes pas seul. Je croyais être seul, voilà. Aude de Kéros, voilà. Et la dernière source, c'est tout simplement le procès. Voilà, le procès des attentats, où on a vu tous les survivants du massacre, les familles de victimes, des témoins, des enquêteurs de la sous-division antiterroriste, des avocats, et les prévenus, quoi, les 10 personnes qui ont été accusées, qui pour certaines ont pris très cher, quoique finalement... les accusations étaient tellement délirantes et déconnectées de la réalité que la Cour a eu quand même, il faut le dire, manifesté une certaine sagesse en abaissant presque toutes les peines qui étaient requises par les avocats généraux. Bon, ce qui n'empêche pas que ces gens sont encore en prison. Hein. Et ils ont été condamnés, alors c'est ce que vous nous expliquerez, mais... pour des faits. Ce sont des brigands, hein, chers auditeurs, de Radio Courtoisie, donc nous ne prenons pas la défense. Mais ils n'ont pas commis le massacre. Mais ils ont été condamnés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Donc je préférais qu'ils soient condamnés pour leur brigandage et pas condamnés pour des choses qu'ils n'ont pas commis. Je vous pose tout de suite la question d'un auditeur. Que pensez-vous, puisqu'on est sur les sources, du reportage consacré à Charlie Hebdo en 2007 et qui relatait un procès concernant les caricatures de Mahomet avec
Carena, Cabu, Bernard Marie, Caroline Fourest et les avocats. Cette émission est repassée sur Public Sénat hier. Ça vous dit quelque chose, cette Oui, émission ? alors là, on peut retracer quand même l'histoire de... Oui, ça peut être intéressant. Là, je peux simplement retracer l'histoire. L'histoire des caricatures de Mahomet. D'ailleurs, c'est une histoire qui n'est pas connue. Donc Charlie Hebdo a publié à la suite d'un quotidien, je crois que c'est un quotidien danois qui s'appelle le Jyllands-Posten, une série de caricatures de Mahomet et de l'islam. Alors dans un premier temps, il ne s'est rien passé, mais il y a des organisations. Alors on va dire des organisations activistes, je sais pas le terme là, mais on va dire, ce sont des musulmans, mais des musulmans truqueurs, des menteurs et des propagandistes qui, en plus de, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord diffusé les caricatures qui n'ont pas suscité le tollé espéré, la passion, et ensuite ils ont ajouté à ce lot de caricatures, je veux dire dans des médias arabes, dans des médias du monde musulman. Ils ont ajouté des caricatures ou des extraits qui étaient complètement inventés et infamants. Par exemple, ils ont alourdi en fait. C'est-à-dire qu'ils ont alourdi la gravité des caricatures en inventant des caricatures encore plus scandaleuses. Où on voyait Mahomet avec une tête de cochon en réel, c'est-à-dire vraiment des trucs extrêmement choquants. C'était scandaleux pour l'opinion. Ah oui. Et c'est ça en fait, c'est ça l'histoire des caricatures. Ça n'est pas les. Ça n'est pas directement la production de Charlie Hebdo qui a servi. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors après, finalement, ça leur a été reproché de jeter de l'huile sur le feu. On leur a toujours reproché ça, mais il faut quand même rétablir la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une manipulation de certains activistes musulmans pour jeter de l'huile sur le feu d'une affaire qui en fait n'avait rien fait. Si, ça avait quand même suscité des remous, mais pas du tout les remous que ça avait suscité initialement. Et donc en fait le procès de Charlie Hebdo, il faut voir qu'il a été gagné dans ce contexte. Voilà. C'est parce que bon, il y a aussi le fait qu'il y a une plus grande tolérance quand même, en République française envers certaines c'est-à-dire qu'on peut accepter de caricaturer, on va dire l'islam, ça c'est possible. Caricaturer le judaïsme, c'est beaucoup plus dur. Caricaturer le catholicisme, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir un exemplaire de Charlie Hebdo, même encore aujourd'hui. Il faut voir, il y a une latitude. Voilà. Donc ça explique aussi, c'est pourquoi ils ont aussi gagné leur procès, et c'est un petit fait de gloire qu'ils peuvent prendre dire comme victoire victoire de la liberté d'expression. Et c'est le genre de reportage qu'ils peuvent diffuser à l'occasion vous voyez, des années plus tard, 2007. Et c'est l'origine de l'affaire Charlie Hebdo, c'est 2007. Ça permet aux gens de se souvenir. Un de leurs journalistes a quand même porté soutien à valeur actuelle dans l'opération de Obono. Un des journalistes de Charlie Hebdo est allé prêter main forte aux journalistes de Valeurs Actuelles devant la cour en précisant que l'affaire Obono était une caricature, un roman, et que ça participait aussi de la liberté d'expression de pouvoir caricaturer et jouer avec certaines limites. Ça, c'est le paradoxe de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, qui à l'origine est un journal plutôt, on va dire, de la gauche, et qui se retrouve, depuis que Philippe Val on a pris le contrôle, je ne me rappelle plus de la date, je crois que c'est à la fin de la décennie de 2000. Donc là, on a eu un virage néoconservateur, orientant le journal vers une liste, je ne vais pas dire islamophobe, mais islamistophobe, c'est-à-dire qui caricature tous les musulmans en islamistes potentiels, et tapant toujours dans la même direction. Donc en fait, Charlie Hebdo s'est retrouvé avec les années à dériver de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite pro-israélienne française, et qui est en train de devenir en fait la droite zémourienne. Vous voyez, aussi. C'est comme ça que vous voyez l'échiquier se redessiner. Oui. Donc c'est assez paradoxal parce qu'ils sont évidemment ils s'en défendent. Ils peuvent pas renier leur ADN, mais il y a quand même eu une mutation, un peu comme il y a eu des variants, vous voyez, pour la Covid. Mais là, c'est vraiment Charlie Hebdo, c'est un variant. Ils ont changé de tête. Il n'y a plus de protéine spike. Là, ils ont complètement le virus a changé. Donc c'est pour ça que maintenant on se retrouve que Charlie Hebdo peut se retrouver des fois sur des positions un peu surprenantes à
défendre, même à l'heure actuelle. Mais en fait, si on voit l'évolution, c'est normal. Oui, alors après là, ils défendent, cohérent, le droit à la caricature, donc ils restent quand même dans leur... Ils ne vont pas ouvrir... Éric Zemmour ne va pas pouvoir écrire une tribune libre dans Charlie Hebdo. Dans Charlie Hebdo, mais je ne sais pas si c'est extrêmement porteur d'écrire des tribunes libres dans Charlie Hebdo, quand on est... Je sais pas. Pas sûr que ça crédibilise le discours politique. C'est un choix de vie. Oui. Alors, du coup, après avoir étudié et croisé toutes ces sources, vous pointez donc dans votre partie 1 les anomalies de la version officielle. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on comprend que dans toute... enfin, vous me corrigez si j'ai mal compris, mais vous nous montrez que, en fait, dans ces actualités un peu passionnelles, il y a cette phase des premiers jours où l'information fuse, et puis sous 4-5 jours, l'information est replacée sous contrôle. Oui. Donc on va voir arriver ce qu'on appelle une thèse officielle, et puis c'est un petit peu comme cette bille qui tourne sur la roulette sur les tapis. À un moment, la bille finit par s'arrêter, la version officielle est fixée. Et donc, toute personne qui mettrait en cause la version officielle, y compris d'ailleurs quand ce sont des proches des victimes ou des personnes qui ont vécu autre chose, on l'a vu pour le 13 novembre, certaines personnes ont témoigné de l'horreur à l'intérieur de la salle du 13 novembre. Et je crois que Paris Match a fait une, et puis plus jamais on a entendu ces personnes témoigner de ce qu'elles avaient vécu dans le 13 novembre, dans la salle du Bataclan. C'est bien le 13 novembre, c'est ça ? Oui, il y a le procès en ce moment d'ailleurs. Oui. Et donc là, pareil, la version officielle cristallisée au bout d'une semaine, 15 jours. Et donc vous pointez ce que vous appelez les anomalies de la version officielle. Pour être plus précis, le 13 novembre, c'est encore plus complexe parce que on ne va pas en parler. Mais je dis simplement à dire que les rôles des uns et des autres ont quand même fluctué. Il a fallu plus de temps. Voilà, pour fixer. Il a fallu plus de temps. Mais là, c'est quoi ? C'est 4-5 jours Charlie Hebdo, c'est fulgurant. Le 11 janvier même. Le 11 janvier, c'était fini. C'était fini. Vous voyez, c'était verrouillé. La manifestation du 11 janvier... Voilà, on a pu capitaliser sur ce grand émotion. En plus, il s'est trouvé que... L'esprit Charlie. Il s'est trouvé qu'en plus, Amédi Coulibaly a attaqué l'hypercachère 3 jours plus tard, alors que la manifestation était déjà calée. Donc en plus, on a pu amalgamer le charlisme avec l'antisémitisme. Voilà, tout ça dans un climat d'hystérie collective. Et à partir de là, c'était terminé. C'était terminé. Donc fixé en 4 jours. Avec des enfants qui sont retrouvés en garde à vue parce qu'ils ne respectaient pas la minute de silence. Dieudonné placé en garde à vue parce qu'il a produit, je raconte cette histoire dans le livre, un tweet où il dit ce soir je ne me sens pas, et il faut bien préciser, je ne me sens pas, je me sens Amédi Coulibaly. Je me sens Charlie Coulibaly, c'est ça. Oui, je me sens Charlie Coulibaly. Et de manière générale, vous avez tout le discours anticomplotiste qui va entrer en scène. Et là, c'est terminé. Et là, depuis... D'ailleurs, c'était assez frappant de voir qu'au procès, et même jusqu'à la fin du procès, ça n'a pas bougé d'un cil. Donc ça, c'est intéressant, parce que normalement, quand la vérité se fait jour... C'est quand même assez étonnant que... on explique que des gens préparaient un truc de longue date, parce qu'on nous explique que il faut voir que la version officielle, c'est un des frères Kouachi shérif, qui emprunte la carte d'identité de son frère, parce qu'il était sous contrôle judiciaire, après avoir fait un petit séjour en prison, qui fait un voyage au Yémen en 2011, et là il reçoit la demande d'un cher qui s'appelle Anwar El Anlaki. C'est la version officielle, il n'y a aucun détail là-dessus, et c'est là qu'il aurait reçu la mission de faire Charlie Hebdo, donc 4 ans plus tard. Les frères Kouachi ont été sous écoute pendant... pour l'un et l'autre ont été sous écoute pour différentes raisons d'ailleurs. Je crois que ce sont des écoutes qui ont duré 2-3 ans, qui sont interrompues juste 6 mois avant que le massacre ne soit perpétré. Donc là, pendant 3-4 ans, on n'a rien vu venir. Là, hop, en une semaine, on sait tout. Et après, pour l'éternité, il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est intéressant, parce que là, on va... C'est un schéma qui s'applique à plein d'affaires, d'ailleurs.
C'est un schéma qui s'applique à plein d'affaires. Donc vous parlez bien des anomalies de la version officielle de l'attentat. Donc là, vous avez dit fin de la surveillance de personnages qui étaient Oui. repérés comme dangereux, en tout cas méritant de la surveillance. Et puis, vous avez dit, il est important, parce que c'est repris par Madame Wolinski, de parler de cet abaissement de la sécurité, qui a d'ailleurs, dès les premiers jours, fait l'objet de commentaires publics. Parce que moi, j'en avais entendu parler de cet abaissement de la sécurité. C'est impossible de ne pas en parler, même parmi les auteurs anticomplotistes, on va toujours trouver une petite phrase. Alors certes, on peut parler de l'abaissement de la sécurité. Alors, cette affaire d'abaissement de la sécurité, Oui. qu'est-ce que vous avez comme information ? Alors, je rappelle aux auditeurs qu'actuellement, ils écoutent François Belliot, qui rend compte de son important travail sur les massacres de Charlie Hebdo, qu'il a publié dans un livre titré « Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible », paru aux éditions du Retour aux sources, que vous pouvez commander, chers auditeurs, chez nos amis de la Librairie Française, en les appelant au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12, ou sur leur site internet www.lalibrairiefrançaise.fr, www.lalibrairiefrançaise.fr, et François Belliot dédicacera son ouvrage le samedi 30 octobre de 15h à 18h dans les locaux de la Librairie Française au 5 rue Auguste Bartholdi, 75 015 Paris. Comme ça, vous savez tout, chers auditeurs. Donc, revenons à votre travail. Vous insistez. Vous avez souhaité que, pour montrer un petit peu ces zones d'ombre et ces failles dans l'enquête, il était intéressant de mentionner la façon dont avait été traité et justifié, expliqué ou pas expliqué d'ailleurs, l'abaissement de la sécurité pour Charlie Hebdo. Oui. On peut parler de beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment le point fondamental. Alors, il faut voir que Charlie Hebdo, à la fois les locaux du journal et ses journalistes, son rédacteur en chef, directeur de la publication, faisaient l'objet de menaces récurrentes. Il faut se rappeler que, je ne me rappelle plus la date, mais les locaux de Charlie Hebdo ont été incendiés. Je n'ai pas toutes les dates en tête. Non, mais c'est pas grave, les auditeurs, ce qui les intéresse, c'est la procédure. Il y a eu l'affaire des caricatures, quand même, où ils ont été... Bon, moi, c'est pas une première ligne où je me serais tenu, mais ils l'ont quand même été. Ils ont été menacés. Ils arrivent à une situation dangereuse. Donc, certains des journalistes de Charlie Hebdo ont été placés sous protection policière. Tant que je me souvienne, il y avait Stéphane Charbonnier, il y avait Laurence Sourisseau, et il y avait Cabu peut-être, ou je me trompe peut-être. Alors ces mesures de sécurité ont fluctué. Ça pouvait consister en l'attribution de gardes du corps, avec deux régimes qui sont bien distincts, celui de l'accompagnement personnalisé et celui de la protection rapprochée. Protection rapprochée, c'est-à-dire que vous avez 3 gardes du corps en permanence autour de vous. Protection rapprochée, c'est quelque chose d'un peu plus lâche. Vous en avez 2 et ce n'est pas le même niveau de rigueur. Alors, il faut savoir que ces accompagnements personnalisés sont décidés par le service de protection des hautes personnalités, ce qu'on appelle aujourd'hui le service des protections de la personne, qui est une entité qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui est d'ailleurs, l'accord de ces protections de sécurité sont signés normalement de la main du ministre de l'Intérieur. En l'occurrence, je crois me souvenir que c'était Manuel Valls. En septembre 2013, la sécurité on a enlevé la protection rapprochée de Stéphane Charbonnier. Ce qui était assez étonnant parce qu'au début de l'année 2013, dans le magazine Inspire d'Al-Qaïda au Yémen, la tête de Charb avait été affichée avec 11 autres personnalités, dont Salman Rushdie, comme des cibles prioritaires à abattre. Alors il faut savoir que c'est Charb lui-même qui allait avertir les services de renseignement qu'il était, c'est-à-dire que c'est un auditeur qui lui a signalé vous savez, votre tête est mise à prix, vous avez vu le magazine Inspire d'Al-Qaïda, non
Et Charb assez étonné. En fait, c'est lui-même, c'est-à-dire que c'est Charb lui-même qui allait, admettons que ce soit un énorme raté. Donc, il avertit les services de renseignement. Quand on voit que ce genre de menace arrive, la logique, ça consiste à ne pas abaisser le niveau de la protection, au moins de l'individu. Il faut voir que c'était vraiment Charb qui était la cible prioritaire. Donc, ils ont abaissé cette sécurité. C'était en septembre 2013. Il y a eu également des gens qui ont été aperçus, d'ailleurs il y a eu des procès-verbaux, ça a été rapporté dans la presse, de gens qui passaient devant les locaux de Charlie Hebdo, qui n'étaient pas inconnus. C'était les locaux le 10 rue Nicolas Appert, ça figurait dans l'ours à la fin de chaque numéro. Donc il ne fallait pas être un génie pour trouver les locaux de Charlie Hebdo. Alors vous n'avez pas d'enseigne, il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en a pas maintenant, il n'y a pas d'enseigne qui signale Charlie Hebdo, c'est vraiment anonymisé. Mais on avait quand même des rôdeurs. Non, c'était un camion. C'était un camion de police ou une voiture de police qui était stationné en permanence. Alors, je finirai par ça, donc je ne dis pas tout en même temps. Et ce camion a été enlevé. Alors, il y a des petites variations dans les témoignages. Octobre ou novembre 2014. Octobre-novembre 2014. Il aurait été remplacé par une patrouille mobile. Ça, ce sont des propos de Cazeneuve que je rapporte. Qu'une patrouille, c'est-à-dire qu'ils ont jugé que les patrouilles, ce qu'on appelle les gardes statiques étaient inutiles, que ça exposait les policiers et qu'il fallait mieux avoir une patrouille mobile. Pourquoi pas? Alors seulement, il n'y a aucune trace de la patrouille mobile le 7 janvier 2015. Et ça, je suis catégorique parce que je me suis entretenu avec un avocat d'une partie civile qui m'a montré la lettre recommandée qu'il a écrite à Georges Fenech et Sébastien Pietrasanta, président et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, qui n'ont jamais répondu à cette lettre recommandée, où ils demandent des réponses sur l'abaissement de la sécurité et l'absence de patrouille mobile, en plus de l'enlèvement de la garde statique. La garde statique. Bon. Alors, il y a un hasard en plus qui fait que... Alors, je veux bien croire au hasard, admettons, pourquoi pas. Charb avait 2 gardes du corps. Il y en a un qui s'est absenté 5 minutes avant le massacre pour aller s'acheter un sandwich à la boulangerie parce qu'il avait faim. Voilà. Alors, écoutez, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je rajoute à cela l'abandon des écoutes téléphoniques. Sans entrer dans le détail, ils ont été placés sous écoute pendant assez longtemps. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et je veux bien croire, là encore, qu'il n'y avait rien, ça n'est pas impossible. Mais bon, là encore, c'est dommage. C'est dommage de les avoir placés si longtemps sous écoute. Mauvais hasard. Et 6 mois avant. C'est-à-dire que après, on se retrouve avec des articles où on explique que Saïd et Chérif Kouachi sont des génies parce que ils savaient en fait qu'ils étaient sous écoute, mais qu'il fallait endormir les gens qui les écoutaient pour deviner le moment où ça allait s'arrêter. Et à ce moment-là, ils pouvaient commencer à mettre en place leur opération. C'est un peu complotiste, votre argumentaire. Mais là, on est vraiment dans le complotisme. Alors, j'ai des auditeurs qui s'impatientent parce que, certains vous ont quand même suivi, ils disent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, cette affaire est-elle une opération sous faux drapeau ou pas? Alors, est-ce que vous voulez répondre un peu à cette question parce que nos auditeurs s'impatientent et peut-être... Est-ce que c'est une opération sous faux drapeau? C'est-à-dire qu'on a allumé beaucoup de contre-feux et comme il nous reste finalement qu'une quarantaine de minutes, je vous propose de venir sur ce travail que vous avez fait. Donc, on va accélérer un peu. On ne parlera pas de l'anticonspirationnisme, mais votre travail sur la commission d'enquête. Oui. Parce que là, les auditeurs auront des pistes pour répondre à leurs questions. Oui. La commission d'enquête, donc il y aurait dû faire la lumière. Alors, la commission d'enquête il n'y a rien. On n'a rien sur le massacre de Charlie Hebdo. Il n'y a rien sur l'abaissement de la sécurité. La même chose, je termine quand même là, juste sur ce point, je prends 2 minutes. Au procès de Charlie Hebdo, il y avait des demandes des parties civiles pour parler de l'abaissement de la sécurité. Impossible. C'est-à-dire qu'on a demandé à auditionner Bernard Cazeneuve, le président a refusé, on ne sait pas pourquoi. Alors que dans le même temps, ils ont accepté de recevoir Anne Hidalgo, qui arrivait pour raconter un peu n'importe quoi. Notre drame de Paris. Ou parler des droits de l'homme, de la laïcité, des droits des communautés LGBT. Non, elle n'a pas dit ça, mais je délire un peu, mais franchement, c'est...
Oui, et le dernier point, c'est quand même les frères Kouachi ont eu une chance extraordinaire, ça va me permettre de faire l'enchaînement avec l'opération sous feu drapeau, ont eu une chance extraordinaire de tomber pile poil sur le seul moment de la semaine, c'est-à-dire le mercredi de 10h à 11h, où il y avait ce qu'on appelle la conférence de rédaction. C'est la première de l'année, où ils allaient partager une galette des rois, où il était certain que tout le monde serait là. Parce qu'il faut voir qu'à Charlie Hebdo, les journalistes n'y sont pas toujours présents, notamment les plus anciens. Vous voyez les Georges Cabu, enfin les Cabu, les Georges Wolinski. Le seul moment de la semaine où ils pouvaient choper tout le monde, c'était cette heure-là. Alors il faut savoir que selon la version officielle, il n'y a qu'un seul travail de repérage qui a été fait quelques jours plus tôt par Saïd Kouachi, qui, ce qu'on découvre, on a la stupeur de découvrir quand on voit son profil, c'est quelqu'un qui était à moitié aveugle, qui était qui était boiteux, c'est-à-dire que c'était un impotent, qui n'a pas vraiment un profil d'assassin. Donc il n'y a aucune trace de ce repérage, donc ça veut dire forcément que ces gens-là ont été rencardés. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a un marionnettiste qui 6-7 et je dis bien 6-7 parce que c'est un fait unique dans les annales terroristes de ces 5 dernières années que des hommes aient agi avec une cagoule. C'est le seul. C'est le seul. Donc, quoi qu'on intéressant. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, moi j'ai toujours un doute. C'est-à-dire je n'ai pas vu le visage des frères Kouachi. Voilà. Je n'ai pas vu le visage des frères Kouachi ce jour-là. Personne ne l'a vu. Mais non, personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'on le verra les jours suivants. Alors là, apparemment, c'est bien les frères Kouachi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si je prends juste le contexte de l'opération, il faut voir que toutes les personnes qui ont visionné les vidéos, les spécialistes, ou même ceux qui racontent comment ils ont pénétré, comment ils ont tiré à la Kalachnikov, comment ils sont sortis après en visant les policiers qui venaient. Alors certes, ils se sont d'abord trompés d'adresse, en entrant au 6 et non pas au 10, il y a eu une petite erreur, mais dans l'ensemble, il s'agissait de professionnels. Des gens qui maniaient la Kalachnikov, voilà, c'était des professionnels. Parfaitement, c'était des professionnels. Chérif Kouachi, pourquoi pas, mais Saïd, c'est absolument impossible. Enfin, c'est inconcevable. De toute façon, on n'a aucune trace. Comment ils se sont entraînés, comment ils se sont procurés les armes, comment ils se sont procurés la Citroën C5, comment ils ont maquillé sa plaque minéralogique. Comment ils se sont produits tout un arsenal, le lance-roquettes, les pare-soleil police, voilà, tout un ensemble de choses qui seront retrouvées au 45 rue de Meaux. Donc j'évoque la piste de l'opération sous faux drapeau. D'ailleurs même de toute façon vous verrez que j'avance qu'il s'agit pour moi il s'agit de la piste la plus probable. Voilà, je le dis tel quel et je donne un ensemble d'éléments. Tout avec la réserve suivante, c'est que l'enquête étant bloquée de tous les côtés, le procès n'a rien donné, les commissionnaires n'ont pas fait leur travail, il y a une masse de questions qui restent sans réponse. Voilà, moi j'ai simplement des indices. Des indices qui... et c'est là qu'on peut parler quand même du discours anticomplotiste, c'est que là où les auteurs anticomplotistes disent que c'est absolument c'est impossible, l'opération sous faux drapeau, c'est scandaleux, faut avoir une âme ignoble pour avoir ce genre d'idées nauséabondes, que ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Sauf que tous les services savent faire ça. Toujours le même baratin. Tous les professionnels quand on voit froidement tout le déroulé de l'opération... quelqu'un qui vient, d'ailleurs toute une bande de gars, toujours les mêmes, qui viennent vous dire « Ah non, l'opération sous faux drapeau, c'est interdite parce que ça rappelle... les heures les plus sombres de notre histoire. » etc. Pour moi, c'est suspect. Voilà, et c'est plus que suspect. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce sont des gens qui n'ont pas à répondre excusez-moi, je m'enflamme un peu, je redescends. Mais ça m'énerve. Des gens qui... les auteurs anticomplotistes n'ont jamais à s'excuser de leurs accusations, de leurs diffamations. Ils n'ont jamais de procès. Ce sont des gens qui gagnent très très bien leur vie, souvent sur des fonds publics. Ils n'ont pas à s'expliquer. Donc moi, oui, voilà, ça c'est vraiment limite une preuve indirecte supplémentaire. Oui, mais... Que l'opération sous faux drapeau soit une espèce de tabou religieux
notamment une opération sous faux drapeau israélienne, parce qu'il faut voir que chaque pays a sa spécialité. Hein. Pour la Nouvelle-Zélande, c'est les All Blacks. Pour Israël, c'est des opérations sous faux drapeau. Voilà, quelqu'un qui connaît l'histoire contemporaine du XXe siècle et du XXIe ne peut pas négliger cette piste. On ne peut pas mettre de sens interdit a priori là-dessus. Voilà, et je pense que je donne suffisamment d'éléments dans mon ouvrage pour suggérer que cette piste est loin d'être inenvisageable. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a... alors, on pourrait vous accuser justement de verser dans un complotisme. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous permet, et parce que moi, je ne souhaite pas emmener justement les auditeurs sur des pistes peu sûres ou tirées par les cheveux, qu'est-ce qui vous permet de considérer que cette affaire pourrait être une opération sous faux drapeau, ou au moins que la fructification qui en a été faite a été pilotée par des personnes ayant maille à partir avec des intérêts étrangers. Il se trouve que là, c'est des intérêts israéliens, mais je me permets de souligner auprès des auditeurs que toute intervention d'une puissance étrangère dans les affaires intérieures de notre pays doit nous déranger, qu'il s'agisse des Américains, des Russes, ou des Israéliens, ou de l'Arabie Saoudite. Donc pas de discrimination sur ce sujet-là. Non, bien sûr, qu'est-ce qui vous permet ? Pourquoi est-ce que c'est pas des Américains ? De l'occupation allemande pendant la guerre, on peut parler d'autres pays. Oui, c'est pas scandaleux. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que justement, ça, c'est pas des services syriens, des services russes et je trouve que la façon dont a été composée cette commission d'enquête est tout à fait intéressante. Oui. Alors, et notamment son grand héros. On n'aura sans doute pas le temps. Je donne. Meyer Habib. Parlez quand même aux auditeurs de Meyer Habib. On va en parler. C'est à la fin quand même. C'est dans la conclusion. Ça s'appelle la signature de l'opération sous faux drapeau. C'est la conclusion où je donne toutes les caractéristiques de l'opération sous faux drapeau et en indiquant que parce que quand même c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années. Donc il y a un certain nombre de critères. C'est une opération sous faux drapeau. C'est assez codifié. On peut la repérer, même si on n'a pas fait l'enquête, c'est-à-dire assez rapidement, c'est ce qui d'ailleurs permet de faire d'économiser plusieurs années où on ne peut rien faire. Et là, vous voyez, vous verrez, c'est à la fin, c'est les pages 330, 332 à 333. Vous savez, j'ai mis 15 critères. Ils sont tous cochés. Alors après, comment c'est la signature de l'opération sous faux drapeau. Donc ils sont tous cochés. Alors on va juste en prendre un, mais c'est... si ce massacre était vraiment hasardeux, on n'en aurait pas fait on l'aurait pas exploité de cette façon. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a eu une exploitation médiatique, une exploitation politique. C'est ça qui politique. vous a donné l'alerte ? C'est-à-dire, c'est comme si, il y a une expression que j'utilise dans le livre, c'est, on va appeler ça le système, si le massacre de Charlie Hebdo avec l'hypercachère, parce que c'est important de coupler les deux, n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Parce que ça, c'est une affaire vraiment qui a permis de fédérer toute une partie de l'opinion dans une certaine direction. Et de la terroriser d'ailleurs. Et qui d'ailleurs a été instrumentalisée, il faut bien le dire, et pilotée par la communauté juive organisée, avec l'idée, comme pour les attentats du 11 septembre, et il y a une parenté là qu'il est obligatoire de faire, c'est-à-dire que ça a permis quand même de polariser toute une partie de l'opinion dans l'optique du choc des civilisations, c'est-à-dire de créer un sentiment d'hostilité générale dans la population contre les musulmans en général, en amalgamant le musulman avec l'islamiste, et par ricochet de générer un mouvement de sympathie, on va dire, avec les Juifs de France, même si on leur a rien demandé à ces pauvres gens, et avec les Israéliens, les dirigeants israéliens, qui sont toujours en but à des accusations de crimes contre l'humanité, contre les Palestiniens, à juste titre d'ailleurs, parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a une forme d'ethnocide qui a lieu au Proche-Orient. Et donc ça a permis de neutraliser, comme pour le 11 septembre, de mettre toute une partie de l'opinion occidentale, en tout cas française, on va dire d'un côté pro-israélien. Côté pro-israélien, et là faisons la transition, qui se retrouve de manière éclatante dans la composition du rapport de la commission d'enquête.
Alors, je me permets une précision quand même de contexte. Vous avez été, et d'ailleurs votre plume a cette précision. Vous avez bien parlé d'une communauté juive organisée. Donc, il y a malheureusement en France de certaines personnes qui sont plus attachées à une puissance étrangère qu'à la France. On l'observe parfois chez certains issus de l'immigration Et même, on pourrait préciser, Afrique du Nord. Et vous avez une pression. Moi, je me souviens du témoignage d'une amie qui était une amie qui se disait juive, française de confession juive, au même titre que je suis française de confession catholique, et qui disait que, donc étudiante, elle faisait l'objet de pression de la part d'activistes juifs pour, entre guillemets, proclamer son identité juive, et qu'elle était révoltée par ça parce qu'elle se disait française et qu'elle ne voulait pas avoir à entendre. Donc vous avez dans toutes les communautés, dans l'émission précédente, vous aviez un très beau propos de François Berthe sur des réactions un peu communautaristes qu'on peut trouver chez les catholiques, qui les amèneraient à se couper du reste de la communauté nationale au motif qu'ils sont catholiques. Et bien malheureusement, on trouve ce genre de difficultés dans toutes les confessions religieuses, et s'ajoute à la séparation religieuse, pour certains de nos compatriotes, la question identitaire et l'attachement à un pays d'origine qui peut être l'Algérie, la Tunisie ou Israël. Donc là, il n'y a pas non plus, on ne doit pas s'interdire de réfléchir sur le problème de double appartenance d'une partie de nos compatriotes qui finissent par servir en terre de France des intérêts étrangers. Et c'est ce que vous avez pu observer dans la composition de cette fameuse commission, c'est-à-dire des personnes qui sont députées, ce Meyer Habib, qui est député français. On pourrait ajouter Philippe Lelouch aussi. Ouais. Mais Meyer Habib, c'est un cas tellement extraordinaire qu'on va peut-être se concentrer sur lui. Qui est un cas assez caricatural, mais qui sert visiblement, c'est un agent étranger. Alors on peut le présenter, donc Meyer Habib, qui est député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors ces circonscriptions ont été formées, c'est la dernière réforme de la Constitution, je crois que c'était sous Nicolas Sarkozy, qui a créé, je crois qu'il y a une dizaine de circonscriptions. Chacune de ces circonscriptions regroupe, je crois de mémoire, c'est 150 000, je crois que c'est 150 000 électeurs. Oui, c'est Français de l'étranger. Voilà, Français de l'étranger. Celle de Meyer Habib, alors, la 8e. Écoutez, pourquoi pas, mais le problème de la circonscription de Meyer Habib, c'est qu'elle a été taillée en incluant, ils ont mis Israël, la Turquie, l'Italie. Vous avez Malte, vous avez le Vatican aussi. C'est une espèce sans doute de clin d'œil, une forme d'humour. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on appelle la 8e circonscription des Français de l'étranger, c'est Israël. Parce que vous avez plein de juifs, on va dire, qui ont fait le voyage vers l'État juif, comme certains musulmans ont fait le voyage vers l'État islamique, et qui se retrouvent là-bas avec un double passeport, voilà, et donc qui peuvent voter. Donc en fait, la moitié des électeurs de la 8e circonscription des Français de l'étranger, ce sont des juifs pro-israéliens. Voilà. Donc en fait, Israël est absolument sûr, à chaque élection, d'avoir un député. Voilà. Et en plus, il faut voir que ce n'est pas un député, donc en plus, c'est un très proche ami de Benyamin Netanyahou, c'est un militant communautaire qui était vice-président du CRIF, d'ailleurs qui a été battu à une élection du CRIF par Richard Prasquier, et qui est un militant communautaire inlassable, je dirais depuis sa naissance, et il le sera jusqu'à sa mort. Et depuis qu'il a été, je crois que c'est en 2014 qu'il a été élu député, en plus c'est pas quelqu'un qui avait énormément d'expérience, peut-être 2013-2014, c'est-à-dire que dès qu'il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, il s'est mis à manifester un activisme débordant en faveur d'Israël, et accédant à des positions et des postes clés en étant par exemple le vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et prenant place à des places de choix donc là, principal vice-président de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, mais aussi sur commission d'enquête parlementaire sur les filières et la radicalisation de djihadistes. Vous voyez, c'est assez étonnant de voir en fait un extrémiste judaïste,
on va dire ça comme ça, ou un radicalisé judaïste, se trouve lui-même en fait à essayer de gérer les problèmes de radicalisation dans une autre religion qui n'est même pas la religion sa religion mère, la religion la religion originelle. Un personnage en plus qui, c'est un roman sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui évolue, on va dire aux marges de la légalité. Il y a tout le temps ce serait presque drôle si on voyait son parcours. Son nom apparaît C'est-à-dire que tous les 6 mois, il y a une affaire un peu louche où il est mêlé son nom apparaît, il n'est pas condamné, mais son nom apparaît dans des opérations un peu interlopes. Voilà, dans des opérations pas très catholiques. Bon, et on trouve dans la commission d'enquête, lui c'est plutôt la caricature. C'est le président, quand même. Non, vice-président. Vice-président. Qui est le président ? Il y en a 3 autres. Le président, c'est Georges Fenech. Ah oui. Mais Georges Fenech, lui aussi, si on voit ses accointances, ses allégeances, c'est quelqu'un aussi, donc c'est un très très proche ami de Meyer Habib, qu'il appelle mon frère dans une vidéo. Vous avez un député qui a eu je crois que c'est Philippe Lelouch, j'espère ne me pas tromper de prénom, parce qu'il y a beaucoup de Lelouch dans différents milieux, qui a eu aussi une position très importante. Sinon, autrement, il y avait 2 autres vice-présidents, mais qui ont eu très peu d'importance. Et de manière générale, quand vous voyez tous ces députés, je retrace d'ailleurs le portrait, vous verrez qu'il y a une galerie de portraits. Je recommande aux auditeurs ce chapitre de votre livre. De 20 députés. Ce qui quand même apparaît, même si ce n'est pas toujours très prononcé, c'est que, c'est vrai qu'on voit peut-être la vie de député, ce n'est pas très enviable, parce qu'il faut vraiment faire preuve d'allégeance. Je ne sais pas s'il le faut, en tout cas, mais apparemment ça a l'air d'aider pour faire carrière, de montrer qu'on est un ami d'Israël, qu'on défend les intérêts d'Israël. On peut trouver toutes sortes de déclarations. On peut être ami sans défendre les intérêts, c'est ça qui est un petit peu gênant. C'est-à-dire que moi, je comprends on peut être ami avec qui on veut, mais il s'agit de faire passer les intérêts de notre pays derrière ceux d'une autre puissance étrangère. Ce qu'on appelle être ami d'un pays, c'est mettons que si à l'époque de l'apartheid, vous disiez que vous étiez l'ami de l'Afrique du Sud, c'est immédiatement interprété comme un soutien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, Bon, maintenant, c'est pas forcément déterminant, mais en tout cas, c'est une coloration qu'il faut prendre en compte. Il faut la tenir en compte, notamment par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la possibilité que ce soit une opération sous faux drapeau israélienne, parce que Meyer Habib a quand même eu des positions extrêmement suspectes au lendemain du massacre de Charlie Hebdo, où il a donné l'explication en disant que moi je sais en fait pourquoi ça s'est passé. C'est parce que 1 mois auparavant, la France a voté, le Parlement français a voté une résolution appelant à la reconnaissance d'un État de Palestine. C'est une date qu'on n'a pas précisée, mais c'est vrai que c'est un élément de contexte qui peut être mis en avant. Donc en fait, ce que vous nous signalez, ce qu'on apprend, c'est il y a ce vote qui est très politique, en fait, de reconnaissance des massacres palestiniens 1 mois avant. Non, c'est-à-dire, c'est un appel de députés, je crois, qui viennent du PS, à reconnaître, ils ne vont pas le reconnaître, mais une demande, un appel à reconnaître l'existence d'un État palestinien. D'accord, donc c'est juste un appel. C'est juste un appel. Il n'y a rien qui a été fait. Non, alors mais mystérieusement... Ça a été voté, oui. Ça a été voté, mais en termes de conséquences, c'est strictement rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a quand même fait des remous. Il y a certaines personnalités sionistes ou les associations de la communauté juive organisée qui sont montées au créneau. Et même, il y a des menaces explicites de Benjamin Netanyahou, qui était un très proche ami de Meyer Habib, qui est son poisson pilote quand il allait en France, qui menace la France directement d'attentats. Et qui dit... Français, attention, si vous faites vous avez des sources, si vous prenez des décisions, c'est sur YouTube, c'est Netanyahou lui-même qui parle. Ça, c'est parfaitement, c'est quasi officiel, où il dit attention, si vous continuez à faire ce genre de bêtises diplomatiques, cette peste du terrorisme que nous subissons tous les jours en Israël, vous l'aurez chez vous. Ça, je vous le garantis. Voilà. Et vous avez Meyer Habib, qui le lendemain... Oui, c'est une menace. C'est-à-dire que c'est le seul chef d'État étranger qui a menacé, en plus avec un argument complètement suspect, parce que en quoi le fait de soutenir les Palestiniens
où la cause arabe ou musulmane va entraîner les musulmans et les Palestiniens à commettre des attentats en France. Vous voyez ? Oui. Ça n'a aucun sens. Voilà. Pour bien comprendre, chers auditeurs, on n'est pas dans une discussion complotiste. Moi, je demande à ce que soit appliqué. Imaginons qu'on remplace le nom de M. Benyamin Netanyahou par le nom du chef d'État algérien ou Donald Trump à l'époque, que ce type de propos soit tenu. Que l'on trouve que la commission d'enquête qui travaille sur un attentat soit composée uniquement de soutiens actifs et des meilleurs amis de Donald Trump, je pense que ça soulèverait quand même l'interrogation d'une partie de notre presse. Là, c'est pas un sujet. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc je demande juste que soient appliqués les mêmes critères de prudence à toutes les attaches. Vous faites bien de demander, imaginer la transposition, parce que dès lors qu'on imagine la transposition... Là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on se dit, mais en fait, dans une autre circonstance, ce type, il serait suspect. Il serait immédiatement suspect. Il y aurait un rappel des ambassadeurs. Et bon, pour terminer provisoirement sur Meyer Habib, donc Meyer Habib n'aurait jamais dû être nommé à cette place dans la commission d'enquête parce qu'il a repris le jour même des attentats, publiquement, je crois dans 2 médias. Il a reproduit exactement la thèse de son ami Netanyahou en disant que, voilà, on vous avait prévenu. Avec ce genre de décision stupide comme l'appel à la reconnaissance d'un État de Palestine, le terrorisme se répand chez vous. On l'a, voilà. Et maintenant, c'est là qu'on va voir l'exposition politique. Et maintenant, la France va se rendre compte que Israël et la France maintenant mènent le même combat contre le même ennemi. Et j'espère que ça va amener quand même maintenant les gens à se réveiller, à prendre conscience que nous sommes 2 nations sœurs. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Il nous reste 20 minutes. Alors, je remercie on a déjà bien balayé le sujet. On a couvert en tout cas quelques éléments qui permettront, je l'espère, d'engager les auditeurs à se procurer votre travail, qui est vraiment une somme pour ceux d'entre vous, et vous êtes nombreux, vu la masse de messages que me rapporte ma chère Hélène, à être passionnée par le sujet. Vraiment, chers auditeurs, lisez ce livre, donc Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible. Il y a des questions que je ne peux pas et ne souhaite pas lire à l'antenne, donc vous aurez la possibilité de creuser le sujet directement avec François Belliot, qui est très sérieux, donc il fait les choses avec... le goût de la vérité, mais voilà, moi, la façon dont vous formulez vos questions, chers auditeurs, ne me permet pas de les poser toujours à l'antenne. Et je remercie ceux d'entre vous qui nous félicitent pour l'émission, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez prendre un petit peu de temps pour parler de ce procès ? Oui. Parce que, donc on le comprend, la commission d'enquête dont on pourrait espérer, quand on est un démocrate confiant dans les structures et les institutions de notre République et les contre-pouvoirs, on pourrait espérer que cette commission d'enquête apporte quelques lumières intéressantes. Ce n'est pas le cas, elle semble être verrouillée, en tout cas par certaines personnes, certaines amitiés. On espère donc qu'à l'occasion du procès, la vérité pourra émerger. Et c'est pas tout à fait ce que vous nous rapportez. Alors, on sent votre tendresse, on ne peut pas dire coupable, mais pour les brigands qui sont sur le banc des accusés. Et je fais une synthèse et vous allez rentrer dans le détail pour nos auditeurs, mais grossièrement, il y a là une brochette de brigands qui ont plus ou moins approché les personnes désignées comme étant les terroristes et les assassins de Charlie Hebdo et de Amédi Koulibaly, exclusivement Amédi Koulibaly. Les personnes qui ont fourni les armes, dont on peut tracer quand même une implication un peu plus lourde, sont condamnées à minima. Non, elles ont comparu libre au procès. Parce qu'elles avaient été condamnées dans le cadre d'une autre procédure
C'est-à-dire que c'est un trafic d'armes qui était Donc mené par c'est une le figure fameux Herman. Donc Claude ça, c'est Herman, Claude qui est Herman. une figure, on va dire, de la droite nationaliste, voilà, qui Et passait par le Front National. oui, bon, vous savez, au Front National, il y a aussi des brigands, hein, et puis et puis Non, mais c'est nos simplement adversaires savent non, mais très. il ne vient Oui. pas des Antifas. Bon, voilà, Oui, c'est ça. oui, c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces brigands, bon, qui ont quand même un CV de brigands, hein, sont condamnés et les demandes de condamnation sont très lourdes. Ouais. L'alourdissement des condamnations pour terrorisme va tomber. Ils vont quand même être condamnés. Alors, vous insistez Oui. sur le fait qu'ils sont en détention provisoire pour 4 ans. Pendant Plus de 5 ans, certains. Pendant Plus 5 de ans. 5 ans, certains. Ils sont condamnés sans preuve. Et les personnes qui Oui. auraient dû faire l'objet d'une condamnation parce qu'il y a quand même des fournisseurs d'armes, bénéficient de la même légèreté que pour les brigands qui ont juste approché les criminels. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est quand même une sacrée anomalie, Oui, ce ce sont procès. des. Alors, en fait, Amédi Koulibaly, c'était un bandit. C'était quelqu'un qui était spécialisé dans les bragages. Il avait un entourage. Il y avait des gens qui gravitaient autour de lui et à qui il a demandé un certain nombre de services. C'est-à-dire, il a demandé à l'un de se procurer une voiture. Il a demandé à l'autre de se procurer des gilets pare-balles et des tasers. Donc c'était quand même un grand manager parce qu'il a réparti les tâches. Oui, c'est ça. C'était quelqu'un qui cloisonnait. Alors pour ce qui concerne l'approvisionnement en armes, c'est un grand mystère parce que toutes ces armes viennent de la société d'importation d'armes démilitarisée depuis la Slovaquie qui était dirigée par Claude Hernan, qui les remilitarisait et qui ensuite les introduisait dans le milieu de la pègre lilloise, tout en étant un indicateur officiel des douanes et de la gendarmerie. Attention. Ouais, bien. Et donc, toutes ces armes, on les a retracées, ça vient de lui. Mais bon, il y a d'autres personnes qui étaient à ses côtés, qui étaient des escrocs en tout genre. Je trouve c'est vrai que c'est une galerie de portraits. Extraordinaire. Si c'était dans un film, en fait, c'est ce que les auditeurs doivent se rendre compte, c'est que si c'était dans un film, c'est des personnages qui pourraient presque inspirer la sympathie. Oui, c'est-à-dire que des fois, on voit des bandits dans des films. Les tontons flingueurs. Voilà, c'est vraiment les tontons flingueurs, chers auditeurs. Donc, si on leur enlève l'infamie de la condamnation pour association de malfaiteurs terroristes, qui, comme vous le rappelez en préambule, ils étaient accusés de ça au départ. Alors il faut voir que l'association de malfaiteurs terroristes, c'est une peine qui a 2 chiffres et plus, c'est-à-dire qu'on passe à 20 ans. Vous avez la moitié, voire les 2/3 des 10 personnes qui étaient accusées dans le box, toutes les peines ont été rabaissées, parfois de 20 jusqu'à 5 ans. Il y en a que, je crois que c'est... Alors ceux qui sont morts en Syrie, on les a condamnés. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont condamné des cadavres à la prison à perpétuité. ça, c'était possible. Il y a une fille qui est en cavale, c'est la femme d'Amédi Koulibaly, qui était une véritable takfiri. Il faut voir qu'il y a quand même des gens qui sont proches de ce qu'il est convenu d'appeler les milieux islamistes radicaux. Mais la plupart ne sont pas issus, en plus c'est ça qui est étonnant, ils ne sont pas issus des milieux islamistes radicaux, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette coloration, c'est-à-dire que même à un moment il y a un barbu avec un camis, on s'aperçoit que c'est presque sympathique, enfin, c'est même pas... Dans les tontons flingueurs, c'est le monsieur qui devient l'oncle adoptif de la jeune fille qui organise des soirées pas possibles. Chers auditeurs, rappelez-moi le nom, c'est le héros, le bon gars qui fait partie de la mafia mais qui a essayé de se recaser dans le maquillage de voiture et qui se retrouve à reprendre les affaires de son meilleur ami qui était le patron. On ne dit pas que c'est un homme honnête, mais de la bande, c'est le plus... C'est le plus sympathique. Et puis en plus, il dit, écoutez, moi j'ai grandi dans un monde de brigands, mes amis c'est des brigands, je vais pas être ami avec des juges et des avocats. Enfin, et là, j'avoue que j'ai eu un fou rire devant cette description. Voilà, on parle de Miguel Martinez, qui est voilà, je le trouve assez emblématique des personnes qui ont été emprisonnées pendant 5 ans. Alors il y a des profils qui sont quand même plus sombres, hein, il faut quand même le dire. Si on prend, même s'ils ne sont pas forcément coupables, mais si on prend Mohamed Fares par exemple,
qui était quand même lui, il pilotait un trafic d'héroïne dans boulevard de Metz à Lille. C'est quand même pas du même niveau. Pour le bienfait de la société, il vaut mieux qu'ils soient en prison. Mais ils sont pas en prison pour la bonne raison. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi pas quelqu'un qui fait un trafic de stupes. D'ailleurs, lui, en plus, c'est sur lui qui était le pire qu'il y a eu les réquisitions qui étaient les moins importantes. Parce que comme il était lié à Claude Herman, qui avait été condamné à une peine dérisoire dans la procédure lilloise, ils ont décidé que Mohamed Fares, il ne pouvait pas lui mettre plus. Voilà. Non, donc ils ont mis une peine égale à celle de Claude Herman, donc ils lui ont mis que 7 ans. Tandis qu'il y a d'autres gens, je peux prendre comme Willy Prévost aussi, ça c'est un pauvre type. C'était le souffre-douleur d'Amédi Koulibaly. Quand on le voit, quand on l'entend, ça colle pas. C'est un misérable. Voilà. Et quand on voit que lui, ce qui est requis contre lui, c'est 15 ans de prison, et qu'il finit par prendre, je crois, 10... là vous vous dites c'est une justice qui est quand même très particulière. Alors est-ce que vous pouvez, pour que les auditeurs comprennent bien, vous n'êtes pas en train de prendre la défense des brigands et là on sait que très souvent les peines sont allégées, on trouve des prétextes pour alléger les peines, mais là est-ce que je me trompe quand je dis que le mécanisme que vous mettez à l'œuvre... Pour rassurer vos auditeurs qui pourraient me suspecter de complaisance, je commence à un moment, une partie de la conclusion, c'est bien à tort qu'on pensera que je défends tous ces gars-là. Et je cite 4 ou 5 grands médias qui, à la fin du procès, c'est des gens en plus qui ont suivi tous les débats, parce que ça m'a beaucoup aidé aussi, le travail par exemple de Charlotte Piret pour France Inter, le travail de Karl Lasque pour Mediapart, et le travail de Yannick Enel pour Charlie Hebdo, même Yannick Enel pour Charlie Hebdo. Vous voyez, ces gens-là, à la fin du procès, disent « mais c'est n'importe quoi ». On a l'impression d'avoir passé 3 mois pour rien, il n'y a aucune preuve, la vérité s'évanouissait de jour en jour, et à la fin on n'en sait pas plus, finalement ok, on en sait un peu plus sur Koulibaly, mais les frères Kouachi, le massacre de Charlie Hebdo, on sait rien. C'était le procès n'a permis d'éclairer en rien le massacre de Charlie Hebdo. La trajectoire des frères Kouachi. Voilà, et qu'on comprenne, j'utilise l'expression de tendresse. C'est vrai que c'est difficile de ne pas éprouver de la compassion pour des gens aussi peu recommandables soient-ils, qui dans une affaire aussi grave, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on s'identifie. C'est-à-dire on se dit, mais si quelqu'un se retrouve en prison pour rien, comme ça pendant 5 ans, se voit opposer toutes ces demandes de remise en liberté, ne peut pas s'exprimer, et au bout de 5 ans vous pouvez ouvrir, vous pouvez parler. Si vous dites que la justice fonctionne comme ça dans ce pays, que tout est basé sur l'intime conviction et que l'apport de la preuve en fait est accessoire, voire caduque, vous vous dites que je dis pas, là encore je vais pas bon, ça suffit, je le répète une dernière fois, je m'identifie pas du tout à quelqu'un comme Ali Riza Polat ou Mohamed Fares ou Metin Karasoulard. Mais quand on voit ce genre de truc, on se dit si la justice fonctionne comme ça, mais on se dit mais ça peut arriver à tout le monde. Mais oui. Dans un autre contexte, pour une autre raison. Voilà, je ne peux pas mieux résumer, je pense que je me suis bien fait comprendre. Alors, pour que les auditeurs comprennent un peu comment fonctionne votre plume, j'ai un passage que je souhaiterais leur lire, il nous reste quelques minutes. Donc, c'est sur la description des personnages. C'était la façon dont vous brossiez le portrait, je vous en ai parlé tellement c'était drôle. Mais c'est Miguel Martinez, ça. C'est Miguel Martinez, où vous parlez de Rimbaud. Ah oui, qui est vraiment un moment très drôle. Bon, j'en ai pointé un autre, donc je vais vous le lire en quelques minutes. Mon ange gardien me dit qu'il me reste 5 minutes, donc ça me permet quand même de vous lire un petit passage. Donc, 11 pigeons dans la cage, donc c'est la description que vous faites d'un des condamnés. Abdelaziz Haddad, 36 ans, est originaire de Charleville-Mézières, ville de naissance d'un célèbre trafiquant d'armes érigé au rang de précurseur génial de la littérature moderne en raison d'une centaine de poèmes hiéroglyphiques écrits à l'âge de 17 ans et d'étendard de la communauté LGBT pour ses expériences prophétiques dans le domaine fondamental. On aura reconnu Arthur Rimbaud. Donc ça, c'est
une petite taquinerie de l'homme de lettres. Ils viennent de la ville de Rimbaud, Oui. c'est difficile de faire l'économie. Voilà. Mais c'est une taquinerie. Abdelaziz Haddad a 9 ans quand il est victime d'un très grave accident domestique qui le mène à l'hôpital. Donc c'est du Zola, où il reste pendant 4 ans. Oui. À sa sortie, incapable de reprendre le fil de sa scolarité et influencé par ses mauvaises fréquentations, il bascule dans la délinquance. Défavorablement connu des services de police dans sa ville natale pour complicité d'assassinat et pilotage d'un trafic d'héroïne, il était déjà incarcéré dans le cadre d'une autre affaire à Maubeuge quand il a été interpellé pour sa complicité supposée dans les attentats du 25 de janvier 2015. Donc déjà là... Oui, c'est là qu'ils sont allés le chercher en prison. Le type, il était en prison. Mais c'est pas lui, c'est un personnage quand même qui est plus sombre que les autres. Oui. Mais vous voyez, c'est un rocambolesque. Oui, voilà. Et donc, vraiment, vos portraits, c'est des croquis, sont un plaisir à lire. Je me permets vraiment de les recommander aux auditeurs. Alors, j'espérais, donc comme il me reste quelques minutes, vous avez été plus rapide que je ne le craignais, que ce que j'espérais, qu'on revienne sur ces fameuses questions qui restent en suspens. Donc vous avez dit disparition et manipulation d'éléments de la scène du crime et de l'enquête. Il reste encore on peut énumérer ça, des éléments non traités. Version officielle extrêmement simpliste qui apparaît dès la première journée suivant l'événement. Attendez, je crois que c'est vous êtes page 334. Non mais ça c'est pour la signature de l'opération sous faux drapeau. Ah bah voilà, on va le lire aux auditeurs. Mais ce serait plutôt sur l'affaire, sur toutes les questions sans réponse du massacre. Oui, c'était ça qui m'intéressait. Non, alors ça c'est plutôt. C'était un peu plus tôt. C'est plutôt. On va lire aux auditeurs parce que de toute façon ils sont passionnés par votre travail 316, et ils s'interrogeaient sur. Donc vous avez ensuite passé en revue la campagne de presse massive mise en œuvre les jours qui ont suivi les attentats pour consolider la version officielle. Donc c'est ce que vous identifiez comme procédure lors de l'affaire syrienne. 305. Oui. Et donc, vous repassez en fait la méthode que vous avez utilisée pour l'affaire syrienne, vous la réutilisez sur le cas des attentats. Chers auditeurs, je vous rappelle l'ouvrage donc François Belliot, Le massacre de Charlie Hebdo, l'enquête impossible, paru aux éditions du Retour des Sources. Retour aux Sources. Vous pouvez rencontrer François Belliot lors de la signature qui est prévue le samedi 30 octobre, donc dans 2 week-ends, de 15h à 18h, à la Librairie Française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement. Vous pouvez appeler nos amis de la Librairie Française pour commander cet ouvrage au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12. Et vous pouvez le commander directement en ligne sur leur site internet www.lalibrairiefrançaise.fr. Et j'ai oublié de donner aux auditeurs votre site internet lequel ils peuvent suivre toutes vos publications. Donc ça reste absolument passionnant de suivre vos travaux. Et là, je me suis mis au 13 novembre. François Belliot, FRANCOISBE2LIOT. www.françoisbelliot.fr. Cher François Belliot, je vous remercie. En fait, nous sommes coupés puisque nous arrivons à la fin de cette partie. Merci beaucoup pour cette 1h30. J'espère que les auditeurs auront le plaisir de venir vous interroger directement pour ce sujet qui, semble-t-il, les a quand même passionnés. Chers auditeurs, je transmets vos messages à François Belliot. Donc, vous pourrez y revenir lors de la prochaine dédicace. Il les aura au moins lus. Ah oui, pourquoi pas. Voilà. Oui, je vous les montrerai, vous me les rappellerez, je m'en souviendrai. À dans 5 minutes pour la seconde partie. Merci François Belliot, vous pouvez rester si vous voulez pour la seconde partie. Vous êtes toujours le bienvenu. Mais là, votre temps à vous s'achève. Merci beaucoup.